Moi, je n'y suis pas. Non, mais non plus. Non, attendez, je vais vous éclairer par rapport à votre développement, vous éclairer. On nous a dit, je n'ai pas eu la preuve, mais on nous a dit que ce n'est pas seulement sur ce forum que les invectives ont été déposées. Qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs. Il a dit quoi? Il a dit quoi, par exemple? Il a dit quoi? On lui applique le code de l'information? Qu'on le lui applique? Non, c'est un agent. C'est un chef d'arrondissement. Il porte le sceau de la République. Il a dit quoi, par exemple? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Nouveau numéro de votre émission Free Speech, la parole libre. Cette semaine, nous allons scruter l'actualité, tout ce qui a marqué, des faits marquants de l'actualité au plan national. Nous allons cette semaine rester au Bénin. Nous allons parler de la journée internationale des droits des femmes. Cette journée qui a été célébrée dans la réflexion au Bénin, dans beaucoup plus d'actions que de fêtes, comme on en avait l'habitude de voir sous nos cieux. Nous allons parler de la séance de restitution du nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. Ce code a été présenté aux acteurs des médias. Qu'est-ce qui a changé dedans? À quoi doit-on s'attendre désormais? Il a été présenté donc aux acteurs des médias par le président de l'ODEM. Nous en parlerons dans cette émission. Nous allons parler également de la suspension du chef d'arrondissement de Glodjibé. Setondi Boko a été suspendu de ses fonctions et même déjà remplacé. Un intérimaire ou une intérimaire a pris donc place au niveau de Glodjibé. Tout ceci va constituer l'essentiel des sujets que nous allons aborder. Nous allons revenir également sur les propos du chef de l'État. Le chef de l'État qui, entre-temps, a émis quelques réserves lorsqu'il rencontrait Jean-Baptiste Elias et tout le comité de supervision du fichier électoral. Nous en parlerons dans cette émission. Et pour décrypter cette actualité, j'ai à ma droite Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin. Bonjour à Landry. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste chroniqueur et vous êtes avec nous pour scruter l'actualité. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Et de l'autre côté, comme l'aime l'appeler l'autre, l'officier de la plume et du papier, monsieur le général, bonjour. Bonjour Valentin Debotia, bonjour Moïse Alphonse Soulé. C'est un plaisir de retrouver ce studio combien bien frais, qui nous permettra certainement de décrypter l'actualité, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Mais je voudrais déjà, si vous le permettez, profiter de cette tribune pour souhaiter un bon début de jeûne musulman à tous les Mahométans, mais aussi aux chrétiens catholiques. Je leur souhaite un bon carême vivement et que ces périodes de pénitence, de piété puissent apporter quelque chose de bien pour notre pays, surtout lorsqu'on sait qu'on est à quelques encablures des élections générales de 2026. On sait qu'ils le font déjà. Nous allons prier donc les membres des confessions religieuses islamiques et catholiques de mettre le pays dans leurs prières pour qu'on puisse traverser cette période des élections générales de 2026 dans la paix et dans la joie. Alors, tout de suite, on va planter le décor avec cet élément témoin de Amnesty International qui a évoqué spécifiquement le cas des femmes qui sont dans les prisons. C'est un peu difficile dans nos prisons aujourd'hui pour ces dames-là. On va suivre cet élément et planter le décor pour les Juifs. Le 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et cette année, nous avons voulu profiter de cette occasion pour revenir sur un extrait de notre communiqué long que nous avons publié en août 2024. Et dans cet extrait, nous avons parlé de la situation des personnes détenues au Bénin de façon générale. Et nous avons mis un accent sur les femmes qui étaient détenues dans les prisons, qui sont détenues dans nos prisons et maisons d'arrêt du Bénin. Dans le cadre de cette célébration du 8 mars, nous sommes revenus sur cette situation parce que nous avons constaté au cours de cette documentation-là que la situation de ces femmes n'est pas du tout reluisante. Elles sont entassées comme beaucoup de personnes parce que nous avons dénoncé la surpopulation carcérale. Mais ces femmes nous ont rappelé ou ont dit à nos équipes aussi qu'il leur arrive d'utiliser des pots pour leurs besoins physiques, mais également utiliser ces pots-là comme oreiller parce que l'environnement ne s'y prête pas.
Donc voilà un peu une situation sur laquelle on a voulu attirer l'attention des pouvoirs publics afin que quelque chose soit corrigé. Nous estimons toujours au niveau de notre organisation que les prisons ne doivent pas être des endroits où les droits humains seraient mis de côté, seraient mis en parenthèse. C'est pour cela que, après ce communiqué, nous avons lancé une campagne pour l'humanisation des lieux de détention au Bénin. Et dans le cadre de cette campagne, nous revenons sur de meilleures conditions pour ces personnes qui se sont retrouvées en main de la population, en main de la société, au regard de certaines infractions, que nous puissions avoir, les autorités puissent avoir un regard envers ces personnes-là, que nous puissions avoir de l'eau potable, de l'aération suffisante pour ces personnes, de la nourriture également, et que pour spécifiquement les cas de ces femmes, qu'on puisse voir dans quelle mesure leur aménager un cadre beaucoup plus adéquat pour gérer leurs besoins, que ce soit les questions de cycle menstruel, que ce soit les questions d'hygiène liées aux besoins physiologiques que je viens d'énumérer. Je n'ai pas dit que c'est un cadre Eldorado, mais étant donné que ce sont des humains que nous avons encore dans ces lieux, que nous estimons que le fait de les priver de liberté devrait quand même les amener à se corriger afin d'être réintégrés dans la société. Ces endroits ne doivent pas être des mouroirs, ne doivent pas être des endroits où leurs droits, leur dignité ne soient respectés. Donc même si ce n'est pas de l'Eldorado, il faudrait quand même le minimum pour que la dignité humaine soit respectée. Voilà, avant de revenir donc sur la situation des femmes dans les lieux de détention, Moïse Soudé, quelles sont vos impressions par rapport au 8 mars? Écoutez, moi, je n'ai pas compris pourquoi on a dit Journée internationale de la femme. J'attends qu'on décrète aussi une Journée internationale de l'homme, parce que tout le monde parle, mais personne ne dénonce les violences faites aux hommes. Mais les hommes ont déjà suffisamment occupé l'espace. Non, ce n'est pas les hommes qui ont choisi d'occuper l'espace. Ce sont les pratiques traditionnelles qui estiment que les femmes ne doivent pas aller à l'école, que la femme elle s'occupe du foyer, et puis ça là. Donc aujourd'hui, ensemble, nous sommes en train de corriger ces principes-là. Mais quand on dit Journée internationale de la femme, pour moi, c'est un mouvement syndical, hein, c'est un mouvement syndical juste pour revendiquer des droits. On connaît ça. Quand vous lisez un peu l'historique, la naissance, la genèse de cette fête-là, vous voyez que c'est un mouvement syndical où des gens ont voulu avoir les mêmes droits que les hommes. Donc ça n'a pas commencé en Afrique. Mais je voudrais que les choses changent. Cette année au moins, bon, on n'a pas vu les grands foulards, on n'a pas vu les uniformes. Il est temps maintenant qu'on réfléchisse. Les femmes ne doivent pas réclamer leurs droits. J'estime que les femmes doivent arracher leurs droits. Moi, je suis enseignant par ailleurs, mais j'ai dit aux élèves, j'aime voir les filles occuper les premiers rangs. Et j'ai dit aux garçons, si vous ne savez pas faire, dans 5 ans, 10 ans, on parlera désormais des ménagers. C'est-à-dire que des hommes resteront à la maison et ce sont les femmes qui iront travailler parce qu'aujourd'hui, les femmes se battent. Allez dans les écoles, allez dans les universités, vous allez voir, quand vous prenez les 10 premiers, il y a au moins 7 femmes qui arrivent. Donc je dis, au lieu de réclamer ce droit-là, il faut qu'elles se donnent les moyens. Parce que le problème de la femme, ne nous trompons pas, le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Elles s'autodétruisent. C'est-à-dire que quand quelque part une femme émerge, il y a forcément des femmes qui la ramènent vers le bas parce qu'il y a des problèmes de jalousie. Les femmes doivent s'entraider pour que désormais leurs droits leur soient reconnus de façon naturelle. On n'a pas besoin de faire de bruit, de tapage pour avoir ces droits. Est-ce que les hommes font du bruit pour avoir leurs droits? Non. Alors, Landry, est-on sur la même question? La GIP, Moïse Soudé est presque un anti-GIP. Hein? Non, je crois que nous allons concéder à Moïse à ses appréhensions ou ses analyses, à sa position. Et je ne le voudrais pas misogyne et je ne voudrais pas me faire non plus féministe. Mais sur la question, je crois que c'est vrai, il ne faut pas occulter ce que Moïse a dit. Je suis en partie d'accord avec. Il ne faut pas tous les jours nous rabâcher à l'oreille le droit de la femme ou la journée internationale de la femme. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des contingences qui ne permettent pas à la femme de vraiment s'épanouir au sein de notre société. Depuis les sociétés traditionnelles, ancestrales, jusqu'aux sociétés modernes aujourd'hui, la femme a encore des difficultés à pouvoir se faire une petite place au soleil. Parce qu'il y a les pesanteurs sociologiques
historique qui nous amène, lorsque nous remontons un peu le temps, vous et moi, Moïse l'a lu certainement aussi, sous l'orage de Seydou Badian. On a vu le statut de Maman Télé dans cet ouvrage où c'était une femme soumise, une femme résignée, une femme corvéable, une femme prête à être enfourchée et à produire des mômes, à produire des enfants. Et il y en a qui continuent de vivre ces conditions dans nos sociétés traditionnelles, dans nos zones rurales. Il y en a qui continuent de vivre ce statut-là. Et donc, ce n'est pas forcément, et même en ville, on en voit, et qui aujourd'hui, vous allez voir, lorsque vous allez au marché d'Antokpa, par exemple, et vous sillonnez un peu le marché, mais c'est encore des petites filles à qui on a le devoir de donner le savoir, qui sont encore en train de déambuler dans les marchés et qui ont les trucs là sur la tête et qui doivent vendre, qui sont positionnés auprès de ceux-là, de ces femmes-là qui ont un peu d'argent et qui, dans les allers-retours, se font violer facilement, dans les allers-retours, perdent leur virginité par un processus que nous autres ne connaissons pas ici parce que nous n'en sommes pas des acteurs. Et donc, vous comprenez, au-delà de ça, vous et moi, nous avions fait des filles. Et donc, lorsque vous vous échinez à produire de la valeur pour ces enfants, ces filles-là, que vous envoyez à l'université. Écoutez, monsieur Moïse, ou du moins, on peut se tutoyer. Moïse, écoutez, on a écouté ici, il y a quelques semaines, seulement un professeur a été radié de la fonction à l'université d'Abo, mais Calavi, parce qu'il entretenait, il forçait une fille à sortir. Et c'est le papa qui a dû surprendre des messages. Est-ce que cette fille-là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que oui, il ne faudra pas penser à toutes ces choses. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ces femmes féministes ou de ces féministes plutôt qui portent un autre combat syndical et qui s'entremêlent les chevaux et qui veut nous faire croire que la femme doit être encore que là. Le débat est très ouvert parce que moi, par exemple, j'ai été toujours contre ce trop grand pouvoir qu'on a donné à la femme. Lorsque vous lisez le code des personnes de la famille, aujourd'hui, vous comprenez avec quelle puissance la femme peut agir dans tel ou tel secteur. Mais au-delà de ces contingents, au-delà de ces aspects, il faut reconnaître encore, il faut toujours reconnaître que la femme est vulnérable parce qu'il y a des divorcés sociaux sur qui la civilisation n'a aucune emprise et qui sont prêtes à un détour. Mais le menuet, j'ai appris, un enfant de 5 ans, une petite fille de 5 ans, qu'est-ce qu'elle comprend de la vie pour qu'on soit obligé de lui arracher sa virginité? Et même cette semaine, on a appris du côté de Calavi, de Tofort, qui a été une petite fille de 5 ans, qui a été violée ou carrément a été abusée sexuellement par son frère. Et qui a fini par tuer la petite qu'il a jetée. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre. Et je crois que lorsque vous avez conçu une fois une fille, vous devez comprendre que la femme est toujours vulnérable. Surtout et lorsque nous rentrons même dans les aspects, dans la sphère politique, ce n'est pas forcément la joie pour ces femmes qui ont la matière comme l'homme et qui veulent se faire valoir au sein de ces entités politiques. Ce n'est pas facile pour elles de porter un combat. Donc, je crois que c'est vrai. Au-delà de l'apparence, de la parade, des grands jours, des grandes fêtes, avec des foulards à vouloir faire grossir la tête comme des hippopotames. Non, écoutez, c'est sérieux. Aujourd'hui, on n'en a pas constaté parce que, comme je le disais en d'autres circonstances, c'est parce que la morosité économique est passée par là. Oui, c'est parce qu'on n'a plus les moyens. Ceux qui organisent ce type d'événement n'ont peut-être plus les moyens aujourd'hui de donner 1000 francs, 2000 francs à cette dame qui vient bon, c'est Moïse qui sait chanter ce type de chanson et donc du coup pour moi c'est important de se le dire, le combat pour l'émancipation de la femme reste un combat d'actualité parce que Dieu déjà, l'être suprême nous a dotés, nous autres hommes, et on l'a dit, nous avions 9 côtés, en ont 7, et cela c'est déjà ça la puissance de l'homme. L'homme a été établi même dans le jardin d'Éden. Adam, c'est à lui que Dieu a confié, lorsqu'on rentre dans la terre spirituelle, c'est à lui que Dieu a confié le jardin. Et même si la femme l'a envoyé faire des bêtises après, d'une façon ou d'une autre, il faut reconnaître que la femme, on n'a pas dit de la chouchouter, non, mais il faut juste reconnaître que le débat
sur l'émancipation de la femme, si l'épanouissement de la femme reste un débat d'actualité. Et un jour, c'est pour moi, comme l'a dit Moïse, c'est peut-être du folklore, mais c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de tous les jours où nous devons nous battre, nous autres qui sommes hommes aussi, aux côtés de ces femmes-là, pas à leur donner le plein pouvoir, à nous anéantir, à nous assujettir. Moïse Soudé, est-ce que vous êtes pour les hommes qui refusent que leurs femmes travaillent? Moi, je ne sais pas, un peu Sénégal 2, quand dans votre foyer, la femme arrive à apporter quelque chose par rapport à ce que vous donnez, vous êtes un peu soulagé. Forcément. Donc, il faut le laisser. Parce que moi C'est-à-dire là, les grands débats. vous savez, moi, moi, je suis père de filles. Mes filles ont fini les études universitaires. Je n'accepterai pas qu'un homme puisse dire à ma fille, tu restes à la maison. C'est pas sois belle et tais-toi. C'est pas là la question. Tant qu'on ne va pas apprendre aux gens que la femme aussi, c'est comme... D'abord, ça commence dans la maison. La petite fille à la cuisine, le garçon, lui, doit aller jouer au football. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas aller à la cuisine, travailler comme sa sœur, et sa sœur est en train de faire la cuisine, lui il peut regarder un match de football avec son papa, les deux pieds posés sur le guéridon. C'est déjà dans la maison qu'il faut montrer au jeune homme que sa jeune sœur a les mêmes droits que lui. Il faut exorciser le mal à la racine. C'est ça. Donc, il faut... ça c'est la deuxième chose. Mais je dis, les femmes doivent se soutenir. J'ai vécu des situations, que ce soit en milieu politique ou en milieu professionnel, où d'autres femmes ont bloqué la promotion de leurs consoeurs. Oui. Parce qu'eux n'avaient pas le profil pour occuper ce poste. Et on dit, on va nommer celle-là. On lui a trouvé des défauts qui n'existent pas. Donc je dis, les hommes très futés, parfois, passent par les femmes pour détruire d'autres femmes. Oui. Donc il faudrait qu'on prenne conscience. Que la femme prenne conscience. D'abord que la femme prenne conscience que l'homme n'est pas né pour lui faire de cadeaux. Moi, je connais des gens qui, pour avoir révisé le droit de cuissage depuis 7 ans, 8 ans, depuis plus d'une dizaine d'années, jamais soutenu à l'université. Sont à la maison d'abord. Oui. Parce qu'ils ont leur diplôme, on dit, vous avez le profil, mais allongez-vous là. Ce n'est pas possible. Il faudrait que ces hommes-là, qu'on nettoie leur mentalité. Parce que quand vous faites ça tout le temps, c'est parce qu'il y a des femmes qui acceptent qu'il y a de ces hommes-là qui continuent. Oui, c'est bien cela. C'est parce qu'il y a des femmes qui acceptent qu'on les étale sur les canapés, qu'on les étale sur les moquettes, qu'il y a des hommes qui continuent. On m'a dit, les autres ont donné, pourquoi pas toi? Donc il va falloir un jour... Mais Moïse, à quel moment doit-on ouvrir ce débat alors, si vous ne pensez pas qu'on pourra trouver un jour au moins de l'année? Non, écoutez, le débat qui se fait, est-ce que ça prend en compte toutes les catégories sociaux et culturelles? Non. Mais il faut commencer quelque part. Je dis d'accord, mais quand on a fait ce débat-là, est-ce que ça a été fait partout? Moi, je dis, il faut décentraliser. Normalement, dans ce jour-là, dans tous les ministères, à la même heure, on doit pouvoir instaurer le débat. Dans tous les ministères, c'est-à-dire que ces travaux, c'est ça, on dit, aujourd'hui à 10 heures, peut-être c'est pas vidéoconférence, que les gens suivent. Et que dans chaque ministère, qu'il y ait cette cellule-là. Parce que c'est difficile pour un parent il a envoyé son enfant à l'école, qui a fini d'étudier, parce qu'elle est fille, elle n'a pas droit au travail. Et parfois, elle va à l'entretien, c'est une dame qu'il en rencontre, qui trouve que celle-là a le poste, mais refuse de lui donner ça. Je dis, c'est pourquoi je dis que les femmes, elles se combattent elles-mêmes. En politique, c'est encore grave. Donc, il faut que d'abord que les femmes prennent conscience que l'homme, écoutez, si l'homme veut vous donner tous vos droits, c'est ce qu'il a qui va vous donner. La preuve, vous avez vu à l'Assemblée nationale, quand on a dit, bon, les femmes, prenez ça et collez-nous la paix. On n'a plus jamais parlé de ça, on n'a plus jamais parlé de l'évolution dans la discrimination positive. C'est ça, donc il faut que les femmes... La portion réservée aux femmes, là, c'est déjà... C'est vrai qu'il y a les générations là, aussi, mais il faut qu'on pense aux générations montantes. Si vous allez dans les écoles, vous allez voir aujourd'hui que les filles étudient plus que les garçons. Et si on ne leur facilite pas les conditions, elles vont étudier et on va les ramener à la maison. Dans les pays, écoutez, vous avez donné l'exemple de qu'on appelle, de Seydou Badian, sous l'orage. Mais quand vous lisez les bouts de bois de Dieu, avec Ramatoulaye, oui. Voilà une femme qui a tenu tête aux hommes. Oui. Donc la situation est en train d'évoluer. Mais pour que les femmes puissent tenir tête, il faut que ça commence d'abord de la maison. Qu'on ne prive pas la femme et les filles de débat. Il y a des pères de famille qui refusent d'aborder des sujets avec leurs enfants. Si vous n'abordez pas les sujets avec vos enfants dans la maison, est-ce que l'enfant aura le courage de faire le débat dehors? Il y a des papas qui ont l'habitude de bêcher leurs enfants, tais-toi. C'est pas bon. Et quand vous frustrez votre enfant, ça va devenir une femme frustrée. Donc je voudrais que ça soit au niveau des maisons, puisque c'est la micro-société. Il faut qu'on commence par mener le débat, démontrer aux garçons que
il fait du football, sa soeur aussi peut faire du football. Ouais. Aujourd'hui, on a vu, il y a des dames qui font go taxi, qui conduisent. On a vu des femmes qui font du zep. On a vu des femmes qui font... Aujourd'hui, les femmes sont dans tous les secteurs d'activité. Nous devons encourager, nous les hommes, nous devons encourager les femmes parce que c'est pas... Dieu a doté la femme aussi d'intelligence. Mais au-delà des hommes, il faut que les femmes s'entendent et se soutiennent. Nous allons vers 2026, la confection des listes électorales. Et c'est là qu'elles vont se tirer dans les pattes. Que ce soit au niveau de la présidentielle, désignation, si par exemple le candidat X choisit Madame Y pour être vice-présidente, les gens ont dit non, elle n'a pas le profil, moi je suis mieux placé, et comme ça, on va tellement se battre que les hommes finiront par arracher ce qui leur revient. Donc je dis... Heureusement que la loi a cadré au niveau de l'Assemblée. Il faut conscience. Moi j'ai suivi des documentaires où dans certains pays, je crois d'Asie, les hommes, ce sont les femmes qui vont chercher de l'argent et les hommes sont à la maison pour faire les travaux domestiques. Donc, il faut qu'on arrive à ce niveau-là, qu'on donne la possibilité, l'État, écoutez, aujourd'hui dans le public, l'éducation ne coûte plus cher. Il faut que les parents aient de l'ambition pour leurs enfants. Rester femme de ménage, ce n'est pas une ambition qu'un père de famille puisse, ou bien une mère de famille puisse avoir pour son enfant à Dasso, en Okobi. Non, la femme peut aussi diriger. Et vous allez voir dans les cas de corruption, où on a nommé des femmes à des postes de responsabilité, même s'il y a des femmes corrompues, le taux de corruption est plus élevé au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. Absolument. Et on ne va pas terminer ce débat sans évoquer la situation que Amnesty International a remarquée dans nos prisons. Des femmes qui sont obligées d'utiliser des pots pour faire des oreillers, des femmes qui sont obligées, n'est-ce pas, de gérer les menstrues qu'à un. Est-ce que la prison, c'est une fin en soi? La prison ne devrait pas être une fin en soi. La prison, c'est encore du correctionnel pour, en dehors de ceux qui sont des grands criminels et qui n'ont pas droit de cité, ne doivent pas venir polluer l'environnement dehors. Il y en a, nombreuses sont ces personnes, et surtout des femmes qui sont incarcérées et qui rêvent un jour de revenir dans la société avec une autre mentalité. On ne devrait pas, ce n'est pas de gaieté de cœur que moi j'ai suivi cet élément qui m'a fait froid dans le dos. Et je dis, c'est dommage. C'est dommage parce que lorsque personne ne désire être privé de sa liberté, en dehors de ceux qui ont pris goût à se donner un autre gîte, à se donner un autre logis, et qui prennent la prison comme étant leur maison. Et il y en a qui se sont retrouvés par des concours de circonstances dans cet environnement-là. Et donc je crois que tout ce que nous pouvons faire du haut de cette tribune, de ce plateau, c'est d'apaiser les cœurs de ces femmes-là. Et demander à ceux qui ont encore la possibilité de porter leur voix, de continuer à le faire, et demander aux autorités pénitentiaires, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, seul, il pourra pas grand-chose. Les députés n'ont qu'à légiférer, parce que j'ai suivi tout à l'heure un élément sur les réseaux sociaux où il y a une loi qui est en train d'être introduite à l'Assemblée nationale pour revoir la procédure pénale au niveau, afin que les prisons soient désengorgées. Je crois que si cela peut prospérer, cela permettra à ce que ces nombreuses femmes qui vivent dans des conditions insalubres, parce que déjà se retrouver dans ces conditions de cycle menstruel, écoutez, ça donne du dégoût, mais ce n'est pas bon. On va juste prier et que ces femmes-là retrouvent leur liberté et que ceux qui peuvent faire quelque chose, et nombreuses sont ces structures aujourd'hui qui sont dans l'humanisme, dans le social, et qui peuvent encore aider ces femmes. Parce que, dites-vous, lorsqu'on se retrouve à dire ces choses, c'est peut-être parce que ces femmes n'ont même pas la possibilité d'acheter des couches hygiéniques pour ces 5 jours de menstrues et tout, et sont obligées peut-être d'utiliser des pailles, d'utiliser des choses. Je ne sais pas, je m'imagine un peu le spectacle, et c'est pas bon. C'est pas facile. C'est pas facile. Je crois que c'est important que les autorités puissent se saisir de ce type d'alerte et qu'ils fassent quelque chose pour que la femme se porte mieux. Et je l'ai toujours dit, ce sont nos mères, ce sont nos épouses, ce sont nos compagnes, et ce sont nos sœurs. Et comme dirait l'autre, le bon Dieu n'est-il peut-être pas une femme?
Affaire à suivre. Moi, Oui, Soudé. je voudrais, dans cette situation, personne ne souhaite aller vivre en prison. Je voudrais que ces hommes politiques aujourd'hui qui pavanent dans la ville, qui sont en costume, qu'ils aillent faire un tour. Qu'ils aillent faire un tour. Je veux parler des partis politiques qui bombent le torse, qui pensent qu'ils sont les plus heureux, qu'ils aillent faire un tour en prison. Que la députée aille. Je ne parle même pas de la nuit où les gens vont se coucher. En plein jour, d'aller voir les conditions. Parce qu'il fait chaud ces derniers temps. Qu'on aille voir les conditions dans lesquelles... Ce n'est pas parce que je suis prisonnier que je dois être privé de mes droits élémentaires. Parce que l'hygiène, le manque d'hygiène peut causer des maladies. Absolument. Et la maladie peut entraîner des pandémies. Et la mort. Et là, les gens meurent à la chaîne. Donc je voudrais que nos hommes politiques, parce que Landry a bien dit de légiférer. Pour légiférer, il faut descendre sur le terrain Absolument. pour constater de visu. C'est-à-dire qu'il faut aller passer une nuit avec le régisseur et la nuit faire la tournée avec le régisseur à travers à travers les grilles pour voir les conditions dans lesquelles et hommes et femmes dorment. La femme n'a pas la même constitution physique que l'homme. Et je m'amuse à dire aux gens, quand j'étais un peu jeune, on a pris le train. Le train tombait en panne à Kokoro pendant 3 jours. Nous, les hommes, on n'avait pas de difficulté. On pouvait juste ouvrir nos braguettes et faire pipi. Mais c'était compliqué pour les femmes. C'était très compliqué. Surtout pour celles qui étaient en menstruation. C'était très compliqué. Donc, je voudrais que les femmes qui sont en politique commencent par défendre les droits de leurs femmes, de leurs consoeurs en prison. Personne ne souhaite. Je peux sortir de ce studio maintenant et peut-être pas erreur, me retrouver en prison. Mais aussi que cela n'arrive. Ok, mais donc il faudrait qu'on passe à cela. Parce que ça aussi, c'est de l'exclusion. Ceux qui sont là-bas sont nos compatriotes. C'est vrai qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi de la République, mais ce n'est pas parce qu'ils sont Il y en a peut-être mais qui ne sont jamais jugés. Ces derniers temps, je suis allé au CNHU, j'ai vu des prisonniers malades qui sont venus aux soins. Qui sont venus aux soins en psychiatrie, en psychologie, en neurologie. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que quand je sors de la prison, c'est que j'ai appris à faire quelque chose. Absolument. Je me suis repenti. J'ai changé de vie. Est-ce que on va à prison pour souffrir davantage? Donc je demanderai aux députés, avant de partir, ceux qui sont là avant de partir, qu'ils fassent des commissions, qu'ils descendent dans les prisons, parce qu'ils sont descendus aussi pour beaucoup de choses, qu'ils descendent dans les prisons, qu'ils discutent hors micro et caméra avec les prisonniers pour voir dans quelles conditions les gens vivent. Je ne parle pas de... il y a des grands prisonniers qui ont la possibilité de recevoir leurs invités. Je parle de prisonniers communs. Parce que quand j'ai vu ce qu'on a dit des femmes, j'ai eu la chair de poule. Ce n'est pas normal pour une femme de vivre dans ces conditions. On ne peut pas transformer un pot en oreiller. Et là, vous posez des problèmes de torticolis par la suite. Donc, il faut qu'on se dise, parce que ceux-là, on peut quitter la prison et devenir président de la République. Bien sûr, pareil. Maintenant, il y a un comédien qui dit que c'est dans le même ceux qui sont en prison, dont les dossiers n'ont pas été du tout abordés, qu'on fasse des... Parce qu'il y a des gens qui ont fait des années là, sans avoir rencontré le procureur, sans avoir rencontré qui que ce soit. Aucun juge. Ouais. Aucun juge. Donc, je voudrais que ces dossiers-là, qu'on puisse se dire, mais il faut qu'on y jette un coup d'œil. Parce que là aussi, ils ont de la famille, ils ont des enfants. Et quand vous faites la prison, vous sortez, ce n'est pas évident que votre famille soit intacte. La réintégration des c'est compliqué. Alors, on va évoluer dans ce débat. On espère que le ministre de la Justice, les députés et tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, voilà, les ONG vont entendre cet appel. Les confessions religieuses. Les confessions religieuses. Il faut en parler suffisamment pour que ça tombe dans la bonne oreille et que des décisions soient prises pour le bonheur, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui se sont retrouvés par inadvertance de l'autre côté, n'est-ce pas, des barreaux. Ce n'est pas avec gaieté de cœur que nous le disons, mais nous pensons que ce plaidoyer de Amnesty International devra être pris au sérieux pour permettre à ces gens-là d'avoir un peu plus de conditions reluisantes pour vivre dans ces lieux d'incarcération qui sont en même temps des lieux d'éducation. Il ne faut pas l'oublier. Alors, le code de déontologie, Landry Ouetton, vous étiez à la cérémonie de présentation, de restitution de ce nouveau code. Qu'est-ce qui a changé essentiellement? Oui, je crois que quelque chose a peut-être changé fondamentalement. Nous y étions, nous avions été invités par les fêtiers l'ODEM, le CNPA et l'UPMB. Et nous disons merci à tous ces responsables qui ont pensé qu'aujourd'hui, il faudra retoucher ce code de déontologie après si tant d'années d'implémentation. Il fallait y retoucher.
Et ce qui a été fait, je ne me rappelle plus trop, mais je crois qu'environ 33 articles ont été rajoutés à l'ancien code, si j'ai bonne mémoire, et si ce n'est pas le cas, que les gens m'en excusent, mais je crois, et que nous étions dans la fourchette. Et donc, ce qui a fondamentalement changé, ce n'est pas le cadre. Alors, le cadre, ce n'est pas forcément le cadre, mais ces lois, ces articles qui ont été rajoutés ont été beaucoup plus des articles qui font référence aux chaînes en ligne, aux chaînes digitales, aux sites, parce que cela n'avait pas pris en compte, l'ancien code n'avait pas pris en compte cet aspect même de la corporation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est fait. Et on nous a présenté ce code sommairement et il est prévu qu'il y aura une séance de vulgarisation de ces codes dans plusieurs autres langues aussi pour permettre à ceux qui veulent comprendre la teneur de ce code de pouvoir se l'approprier et que cela reste toujours notre brevière, nous qui sommes les professionnels des médias. Voilà, un temps, la profession a connu beaucoup de mutations, notamment avec l'avènement du numérique. Aujourd'hui, le code s'adapte, on peut le dire ainsi, à cette actualité-là. Moïse Soudé, à l'information que ce code a été toiletté. Désormais, on demande à nos confrères qui officient en ligne de procéder à la vérification de toute information avant diffusion. C'est-à-dire qu'il faut désormais éviter les scoops. Parce que pour le scoop, vous n'avez pas le temps de vérifier. Donc, il faut faire des recoupements avant de publier. Sinon, devant la loi, vous allez répondre. Il faut un environnement rigoureux, respectueux pour les femmes. Et là, je tire un chapeau à ceux qui ont fait le travail, parce qu'il y a des rédacteurs en chef qui sont pervers. Ils sont pervers. Je pèse mes mots. Parce que je n'ai pas seulement officié dans des rédactions au Bénin, j'ai officié à l'extérieur, mais j'ai vu qu'il y a des rédacteurs en chef pervers. Parce que les jeunes filles, elles écrivent son papier, vous ne prenez même pas la peine de jeter un coup d'œil sur le papier, vous déchirez, vous mettez ça à la poubelle, vous dites c'est un torchon. Allez me reprendre ça, le temps de garder la femme au-delà de cette heure. Il faut qu'on respecte les femmes. C'est ce qu'on disait. Elle est allée à l'école, elle a fait du journalisme, elle a son diplôme. Donnez-lui la possibilité de travailler. N'exigez pas d'elle ce qu'elle ne doit pas vous donner. Il faut la considérer comme votre soeur, il faut la considérer comme votre fille. Et il faut participer à sa promotion, si tant est qu'elle a le background, si elle a le profil pour occuper le poste. Donc je dis, il faut y aller. Et maintenant, on a ramené la confraternité. Nous, on en a souffert à Soleil FM. Goff, les gens en ont souffert quand on a fait. Parce qu'il y a certains confrères, en 2019, quand on fait Soleil FM, qui ont jubilé. Enfin, ils vont se la fermer. Quand la case du voisin brûle. Ah mais oui, c'est comme ça. Donc, cette confraternité, on ne doit pas se réjouir d'un confrère dont l'organe a été fermé. C'est pas possible. Nous devons, parce que quand nous nous réjouissons, nous donnons le pouvoir aux hommes politiques de nous taper davantage dessus. De nous abattre. De nous abattre. Donc, il faut que ce code-là, de 33 articles, il y a les droits, les devoirs et les directives. Donc, je voudrais qu'on puisse organiser de façon posée la vulgarisation. Parce que c'est comme dans les partis politiques, les gens sont dans les partis politiques, ils ne maîtrisent pas les règlements statuts de leur parti politique. Il faut maintenant que ce document-là puisse exister sous forme de livret, en PDF, téléchargeable sur le site de la HAC, ou bien on peut se rendre à la HAC en tant que journaliste pour prendre. Il faut que ça soit suffisamment disponible. Et ce qui revient maintenant aux promoteurs de radio, télévision et médias en ligne, c'est qu'au niveau de leur rédaction, qu'on fasse des séances de sensibilisation pour que les gens aient à la découverte du code. Parce que si je ne connais pas la loi, je ne sais même pas quand je viole la loi. Donc il revient aux rédactions, si encore des gens continuent de faire les conférences de rédaction, il faudrait qu'on aborde ce sujet-là. On ne peut pas laisser tout le travail à la HAC. La HAC ne peut pas descendre dans toutes les rédactions. Mais les red-chefs, les DP peuvent être les relais de la HAC pour que désormais ceux qui officient dans ces organes-là puissent ne plus tomber sous le coup de la loi.
Est-ce que c'est même à la RAC de faire la vulgarisation de ce document? C'est au FETIA, c'est à oui. l'ODEM, c'est au CNPA, c'est à l'UPMB. Et ils ont déjà pris l'engagement le jour-là, dans les jours à venir. Une chose dépend des engagements. Et c'est ce que nous avions dit, j'espère, parce qu'ils ont forcément des partenaires qui les soutiennent dans cette œuvre salutaire. Et vous avez abordé un aspect tout à l'heure, je voudrais juste ouvrir la brèche sur la question de la carte de presse. Je crois que le conseiller Basile Tibozo a rencontré il y a quelques jours ses mandants, ceux-là qui... certains journalistes. Et il nous a abreuvé. Hein, à la source d'accord, vous avez milité pour lui. Non, ça c'est juste une parenthèse. Non, c'est la presse écrite, je parle de la presse écrite en général. C'est la presse écrite qu'il a envoyée là-bas, au niveau de la RAC. Et donc, il nous a passé cette information qui a rejoui plus d'un. Et votre inquiétude doit être dissipée lorsque vous allez entendre ce qu'il nous a dit. Et on fait foi à ce qu'il nous a dit. Il dit désormais ce sera plus l'ANIP, à l'ANIP qu'on ira faire nos cartes. Les cartes seront imprimées par la RAC elle-même. Et donc il y a une cellule qui s'occupe. Et donc les cartes sortiront au fur et à mesure que les dossiers seront déposés. Donc je crois que ça, c'est encore une bonne nouvelle. On espère et que cela se fera. Il faut déjà profiter. Michel, Michel Aonon qui est le facilitateur, le chef service de la carte de presse. Et donc, pour qui connaît un peu le parcours de celui-là, pour avoir milité pour cette carte de presse, il n'a pas intérêt à ce que cela reste un vœu pieux, comme le dirait l'autre. Et c'est ici l'occasion de remercier tous ceux-là qui aujourd'hui... Il faut reconnaître quand même que lorsqu'on a voulu placer, comment dirais l'église au cœur du village, ce n'était pas pour autant mauvais. Hein. Ça permettra à beaucoup de gens de se convertir pour recevoir la parole. En tout cas, Edouard Loko doit comprendre on attend beaucoup de lui. Oui. Et ils s'efforcent parce qu'ils sont déjà en session actuellement. Absolument, parce que là, l'aspect qui m'intéresse aussi, c'est le respect que le policier devrait avoir pour cette carte-là, pour le détenteur de cette carte. Non, et ce n'est pas que ça. Je vais vous faire un témoignage ici. Oui. À Vaudou-Dez récemment, à Ouida. J'y étais avec des amis. J'étais au volant de la voiture était fumée. Donc j'étais dans les rangs, la longue file, et arrivé à un moment donné, j'ai dit il faut que je baisse la vitre pour voir ce qui se passe devant. Il y avait là 3 policiers qui m'ont reconnu. Ils ont dit non, monsieur le journaliste, sortez des rangs, sortez votre véhicule des rangs, on va vous faire le passage jusqu'au grand carrefour. Je leur ai dit c'est gentil, je ne suis pas en service, je ne suis pas en mission, je suis venu comme un simple citoyen. Où ils ont dit non, vous les journalistes, partout on vous voit. Et j'ai eu la chair de poule. Donc ceux avec qui j'étais dans la voiture me dit mais laisse-le nous conduire. J'ai dit non. Si j'étais en position de reporter, d'accord. Donc il y a encore des policiers qui vous respectent. Qui, quand ils vous reconnaissent, attention, ils vous respectent. Que vous allez, ce que ça soit au poste de police, n'importe où, ils vous respectent. Et je voudrais aussi demander aux confrères qu'on se fasse respecter. Absolument. Qu'on se fasse. On ne peut pas utiliser son titre de journaliste pour influencer le policier. C'est pas possible. Ou embêter le policier pour dire je vais vous donner. Non. Vous devez les traiter comme cela se doit. Si vous voulez que les forces de sécurité et de défense vous traitent bien, il faut aussi bien les traiter. Absolument. C'est très important. De l'histoire de cette fille sur le forum 4 de presse qui a présenté des excuses parce que là, elle a été, je sais pas, elle a eu une altercation avec un homme en tenue, mais elle a généralisé tout le monde, les a mis dans un même plat, mais on a dû lui remonter les bretelles et elle a compris, elle a présenté ses excuses. Je pense qu'il faut faire aussi attention quand on joue la carte de presse aujourd'hui, ça commence pas à avoir ses avantages. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous présentez la carte de presse de la RAC à des événements, vous n'êtes pas traité au même titre que ceux qui n'ont pas la carte de presse. Absolument. Moi, je l'ai suivi avec la préfecture de Cotonou. Okay. Oui, c'est lorsque le reporter, le PDM est à 5 000 et que vous présentez la carte, par exemple, de presse, vous avez 10 000 francs. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est dans le comportement, c'est dans cette façon de réoler cette carte-là. C'est au niveau de toutes les institutions de la République. Voilà. Quand vous allez en reportage et que nous n'avions pas souvent quelque chose qui vous est réservé. Si vous ne présentez pas votre carte de presse, vous ne prenez pas. Et j'ai aimé ça. Bon, Valentin, là, à la Sénat, pour les élections, quand vous y allez, vous n'avez pas votre carte de presse. L'accès est un peu difficile. C'est normal, hein? Je pense que c'est de bonne guerre. Je pense que là, Edouard Loko, il fait beaucoup. Et on attend beaucoup de lui encore. Mais oui. Et là, qu'ils comprennent que si nous tapons sur lui,
Hein, c'est pas de On façon n'a même pas méchante. intérêt. C'est même pas de façon méchante. C'est l'intrus qui connaît la maison, c'est normal. C'est que la ronde du caïman, c'est la ronde du lézard, lézard. oui, Parce qu'ils sont de la même espèce. Oui, voilà, je suis Mais de d'accord. toute façon, hein, on sait qu'il fait du travail très intéressant de l'autre tous les côté autres de la conseillers. HAC, et que nous, on attend beaucoup de cette équipe qui est là, notamment cette promesse de l'aide de l'État à la presse. Il l'a promis, rattraper tout ce qui a été... un autre débat. Absolument, hein, tout ce qui a été emmagasiné quelque part sera restitué, et ça c'est très intéressant pour la suite. Hein. Edouard Loko, nous vous félicitons avec toute votre équipe. Hein. Tous les autres conseillers, nous vous encourageons à aller de l'avant. On attend cette manne-là financière, hein. Ça va beaucoup aider les maisons de médias au Bénin. On va continuer avec la suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, Setondi Boko, qui a été remplacé par une dame. Les motifs qui ont conduit à cette suspension, est-ce que ça se fonde sur quelle loi, quelles sont les prédispositions qui ont conduit à cette suspension? Landry Ouetton, vous avez un peu été surpris par ce dossier-là? Non, pas forcément surpris. Ce qui était comme une rumeur a été confirmé rapidement. Et nous avions suivi. Les rumeurs au Bénin. Hein? Oui, nous avions suivi. C'est pas comme l'autre rumeur qui a fait nommer Boniface Yaouétomé à la place de Tchabi Kouaro et qui n'en est que du vent. Boniface continue d'attendre. Voilà, donc, non, ce sujet m'a beaucoup intéressé. Et vous savez, votre plateau est tellement important et tellement... comment dirais-je, sérieux, pour qu'on ne vienne pas raconter des idioties, des inepties ici, qu'on ne vienne pas rapporter ce qui se dit dans la masse et qui n'est pas forcément vrai. J'ai été surpris, comme tout le monde, lorsque j'ai entendu qu'un CA doit être présenté ou doit donner des explications devant le conseil communal d'Abomey Calavi. Je dis encore, mais c'est quoi? Que diable allait-il faire dans cette galère? Et puis, du coup, j'ai commencé par chercher à comprendre de quoi retourne ce feuilleton. Et j'ai voulu ne pas m'accrocher à ce que les Kudam disent. Je me suis collé aux tests. J'ai voulu comprendre que disent les tests en la matière. Oui, pour beaucoup, non. Chacun se fait son interprétation de ces tests-là. Mais je nous renvoie au nouveau comment dirais-je, le nouveau recueil des lois sur la décentralisation qui a été, comment dirais-je, promulgué le 14 décembre 2020, je crois, si ma mémoire est bonne. Et lorsqu'on feuillette un peu les articles, c'est bien du ressort du maire de destituer ou de suspendre un chef d'arrondissement. Parce que lorsque je vois un peu l'article 119 de ce recueil-là, on dit pour faute lourde, celui qui est incriminé doit pouvoir présenter une demande d'explication en l'article 183 de ce même recueil-là, qui est le breviaire même de la gouvernance locale dans notre pays. Donc l'obligation obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions, un chef d'arrondissement qui est sous le sceau de la République et qui représente le chef de l'État à ce stade micro, ne se doit pas de dire un certain nombre de choses par rapport à cette gouvernance. S'il était qu'un simple conseiller communal, le problème ne se poserait pas. Mais il est un chef d'arrondissement. Et donc, du coup, même si, on nous a même dit, même si le chef d'arrondissement est d'un parti de l'opposition, je prends un démocrate, il se doit, dans des réserves qu'il devrait avoir, de ne pas dire un certain... Mais on a dit que l'intéressé, le désormais chef d'arrondissement de Glodjigbe, M. Boko Setondi, ne s'est pas arrêté à juste des remarques, des reproches, des invectives sur une petite durée. Il a fait depuis novembre 2024 jusqu'en janvier 2025.
c'est que cela venait à foison. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce qu'il n'avait pas une revendication derrière? Et non, moi je l'ai dit, on a dit, mais il aurait pu se rapprocher du conseil communal, parce qu'il est membre du conseil communal, et dire ce qu'il avait à dire. Et donc, il n'avait pas à venir exposer, ou à venir, comment dirais-je, finir de manger la soupe, cracher là-dedans, ou se tirer entre les pattes, parce que ce n'est pas quelque chose qui est... Et donc, dans le processus, le maire lui adresse, en l'article 119 de ce recueil sur la décentralisation, lui adresse une demande d'explication. Il vient devant le conseil communal, il se défend, et maintenant le maire, en l'article 183, peut-être, comment dirais-je, peut le suspendre. Ce qui a été fait, l'article 184, je l'ai lu de façon chaud là. Et donc, dans la démarche, beaucoup ont pensé que c'est consommé. Non, ce n'est pas encore consommé. Le CA n'est pas encore totalement suspendu. Okay. C'est pour ça qu'on parle d'intérim à ce poste-là. Parce que dans la démarche, 8 jours après avoir prononcé la suspension, l'arrêté de suspension, le maire a le devoir de faire le rapport au préfet. De l'Atlantique, Monsieur Kodia, Jean-Claude, on est dans l'Atlantique, Glodjigbe c'est dans l'Atlantique, c'est la sixième circonscription électorale, Abomey Calavi, voilà. Et donc, Jean-Claude Kodia doit recevoir dans les 8 jours où on a prononcé l'arrêté de suspension, on doit lui envoyer le dossier. Et maintenant, dans un délai de 60 jours, si le préfet ne se prononce pas sur le sujet, le CA suspendu retrouve ses fonctions. Ah ouais. Il retrouve sa fonction. Donc, il n'a pas perdu ses prérogatives de conseiller. Il est toujours membre du conseil communal, mais juste qu'il n'est plus le chef d'arrondissement. Il n'a pas perdu. Et il est toujours membre de son parti et tout. Mais si dans le délai de 60 jours, le préfet ne se prononce pas, ça veut dire qu'il retrouve sa fonction de chef d'arrondissement. Et donc, voilà, là où nous en sommes, le mardi, avant-hier, je crois, nous étions à la cérémonie à Glodjigbe de l'installation de la chef d'arrondissement intérimaire, Jeanne Assokle, et que tout le monde connaisse, alias Fouka Fouka, et cette dame-là qui se fait parler d'elle un peu partout dans ces circonscriptions électorales. Et donc, ça a été une cérémonie sobre, et on lui a remis le recueil pour qu'elle puisse s'en servir afin de pouvoir gérer les affaires courantes de cet arrondissement pendant le délai où le préfet peut se prononcer ou ne pas se prononcer. Donc tous les regards sont désormais tournés vers la préfecture d'Alada. Oui, Soudé, les raisons qui ont conduit à cette suspension, est-ce que vous pensez que c'est largement suffisant? Est-ce que l'obligation de réserve dont a parlé Landry, dans le cas échéant, méritait donc suspension? Mais Landry ne m'a pas dit, et personne ne m'a encore dit exactement ce que le CA a dit. Oui, justement. Non, je n'ai pas fini. Allez-y. Oui. Parce qu'il faut qu'on recadre les choses. C'est sur le forum des conseillers communaux. Moi, je n'y suis pas. Non, attendez, je vais vous éclairer par rapport à votre développement. Vous éclairer. On nous a dit, je n'ai pas eu la preuve, mais on nous a dit que ce n'est pas seulement sur ce forum que les invectives ont été déposées. Qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs. Il a dit quoi? Il a dit quoi, par exemple? Il a dit quoi? Qu'on lui applique le code de l'information? Qu'on lui applique? Non, c'est un agent. C'est un chef d'arrondissement. Il porte le sceau de la République. Il a dit quoi, par exemple? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous renvoyer à ce forum pour que vous allez voir. Vous savez, moi, je ne suis pas, je ne pourrais pas, même si. Parce que normalement, dans l'acte de suspension, on devait évoquer un certain nombre de... Dans le libellé, faute administrative, faute lourde. C'est ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'on aille voir les portions de tests déposés par le sieur Bokor, s'est-on dit, sur ce forum, afin que, parce qu'on nous a dit, même beaucoup d'autres personnes l'ont ramené en lui faisant croire que ce qu'il dit n'est pas forcément ce qui est bien pour la gouvernance. Faute lourde et non-observance de l'obligation de réserve. Voilà. Est-ce qu'il est allé sur la place publique dire quelque chose? Un forum. Parce que un forum, des initiatives. Non, mais c'est ce que je dis. On a dit que ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement sur ce forum que cela a été déposé. Et lorsque nous, on nous applique le code du numéro, comme vous l'avez dit, parce qu'on a déposé quelque chose sur un forum WhatsApp, ça veut dire qu'on suppose que c'est sur la place publique que cela a été dit. Laissez Moïse aller. Oui, vous avez non-observance de l'obligation de réserve. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, c'est la sanction
qui est tombé, qui nous amène, nous, journalistes, à aller savoir exactement Ce qu'il a ce dit. que M. Boko a dit. Parce qu'il faut qu'on arrête avec de la plaisanterie. C'est sérieux. Ce n'est pas parce qu'on vous donne le pouvoir que vous devez les essayer pour brimer vos compatriotes. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, je n'ai lu dans aucun organe de presse. Je suis dans les forages de la presse. Je n'ai pas vu un seul poste de M. le CA. Je n'ai pas vu. J'ai juste lu faute lourde. Vous savez, voilà une expression que je déteste. Parce que c'est un fourre-tout. Faute lourde là, c'est un fourre-tout. Maintenant, on dit, on lui reproche pour ses écrits, ses critiques à l'encontre du gouvernement. C'est parce que je suis de la mouvance que je ne peux pas dire que ce qu'on fait chez moi, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Est-ce que ce n'est pas le cadre dans lequel ça a été dit qui pose problème? C'est le conseil communal. C'est le forum du conseil communal. Moi, je ne sais pas. Oui, c'est un cadre de forum. Qu'est-ce que, quand nous sommes dans les forêts et que nous continuons d'écrire ce qui est interdit, qu'est-ce que l'administrateur fait? C'est à lui de réguler. Il nous retire. Parce que c'est quand on a prononcé la sanction que les gens ont commencé par chercher à savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Sanctionné. Donc on est en train de chercher, mais personne n'est monté au créneau pour nous. Parce que vous voyez, vous êtes un journaliste d'investigation. Les mobiles, quand on dit faute lourde. Non-observance. Est-ce que vous êtes sûr que si on voit le maire Angelo aujourd'hui, il va nous dire exactement personne ne vous dira ça. Ce qu'il a dit? Personne ne vous dira ça, parce qu'on a dit il a porté des critiques à l'encontre du gouvernement. Moi, je voudrais que l'on sache que quand on parle de loi, il y a l'esprit, il y a la lettre. Qu'est-ce que le CA a dit? Et nous, on n'est pas informés. Est-ce qu'il a dit ça sur la place publique? Le forum, c'est le forum du conseil communal, c'est le forum des initiés. On n'a pas forcément besoin de le suspendre, ou peut-être on lui reprocherait autre chose dont on n'est pas informé. Sinon, si c'est ce qu'on a dit, non-observance de l'obligation de réserve, c'est quand vous allez dire sur la place publique, ce qui a été dit au couvent, qu'on appelle, qu'on vous dit que vous ne voulez pas respecter l'obligation de réserve. Mais nous, on cherche depuis, apparemment, ces postes-là ont été supprimés, puisque aujourd'hui, avec WhatsApp, on supprime, vous ne pouvez plus relire. Non, donc mais en faisant comme ça, je dis, il faut que des gens ne posent pas des actes qui vont regretter demain. Ou bien pour tenir la gouvernance en place, parce qu'on passe déjà à 2026. Monsieur le Président de la République, soyez vigilants avec vos soutiens. Voilà. Je pense qu'on va se rapprocher du maire Angelo Amouadjinou pour comprendre exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on reproche, parce que là, on a besoin de savoir, dans le but d'une clarté à tous les niveaux, il va falloir le faire, sinon on va trouver un autre maire qui va faire pareil demain. Non, ça a déjà commencé, c'est l'ouverture du bar. Ce serait invivable, ce serait ingérable. Qui vous souviennent qu'au temps du régime Yahi, on avait commencé une série de destitutions des maires pour gestion solitaire. Absolument. Et dès que le premier conseil communal a commencé à l'accueillir, et ça sera la même chose. Désormais, les 77 maires vont se croire tout puissants et commencer par destituer des CA qui ne parlent pas le même langage que. Soyons très vigilants. Je pense qu'il va falloir faire attention pour qu'on ne tombe pas dans une vague de destitution qui n'en vaut pas la peine. Ce gouvernement est en train de faire un travail qu'il va falloir véritablement concrétiser, ou soutenir, ou appuyer. L'atterrissage doit être normal. En tout cas. Alors, cette émission tire à sa fin. Je vais commencer par Landry Weton, l'officier de la plume et du papier. Ce fut un plaisir, Valentin. Merci à Moïse. Le plaisir sera renouvelé chaque fois qu'on nous demandera de venir plancher sur l'actualité. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt. Merci à vous, Landry Weton, Moïse Soudé. Et moi, je voudrais déjà inviter les hommes politiques à être très prudents et méfiants. Il ne faudrait pas qu'ils soient atteints par le virus de fin de mandat. Quand on a construit quelque chose, il ne faut pas qu'au dernier moment, des gens prennent des bulldozers pour détruire ce qui a été fait. Parce que tous les actes qui sont posés ne vont pas dans le sens d'arranger le régime en place. On peut poser des actes pour ternir l'image du régime en place et favoriser l'avènement de notre candidat. On a déjà vu ça dans ce Bénin-là. On a vu ça, donc je voudrais que les hommes politiques soient très éveillés. Et quant aux femmes, battez-vous pour arracher vos droits de nos mains.
Voilà, merci à chacun et à tous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On espère que vous avez tiré l'essentiel à retenir dans cette émission. On a parlé du droit de la femme, du droit de la Journée internationale du droit des femmes. On en a parlé en long et en large. On espère que les femmes vont se battre désormais pour arracher leurs droits et ne pas laisser les hommes leur céder une petite portion de la parcelle congrue. On espère également que le nouveau code permettra aux journalistes de mieux exercer leurs fonctions en République du Bénin. Nous allons vers des élections générales et les journalistes ont un rôle important à jouer. Il va falloir descendre sur le terrain, il va falloir interagir avec les populations et les médias en ligne devront véritablement se mettre dans la danse pour plus de professionnalisme. Cela y va, n'est-ce pas, du bien-être de la corporation. La suspension du CA, des questions restent encore en suspens et on espère que le maire d'Abomey-Calavi, M. Angelo Awadjinou, va nous donner plus d'explications parce que là, on est curieux de savoir ce qu'il a fait pour qu'on le suspende et ce qu'il faut faire désormais pour éviter de tomber dans ce piège-là. C'est vrai que lorsqu'on occupe des postes de responsabilité, on a des obligations de réserve, mais cela ne voudrait pas pour autant dire qu'on n'a pas droit à la parole. Qu'est-ce qu'il a pu dire pour mériter cette sanction? Wait and see. Et on a les yeux tournés vers le préfet qui a 60 jours pour se prononcer sur cette suspension. Espérons que ce dossier va servir de leçon à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Free Speech. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.